en exclusivité avec Miss France à Miami. Nous l'avons suivie au cœur de l'élection du concours de beauté le plus disputé de la planète, celui de Miss Univers. Une star, une histoire, cette semaine Je vole, une chanson émouvante de Michel Sardou, devenue l'hymne du film événement de ces dernières semaines, La famille Bélier. Et puis les confidences de Gilles Lelouch, il nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. Bonsoir à tous et bienvenue dans 50 minutes Inside l'actu. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir Sandrine. Bonsoir mon Nikos, bonsoir à vous. Vous savez quoi Sandrine? Non, dites-moi. C'est le concours de beauté le plus disputé de la planète. Et le week-end dernier avait lieu l'élection de Miss Univers, remportée cette année par Mademoiselle... N'importe quoi. Oui, c'était par Miss Colombie en fait. Les images ont fait le tour du monde. Je vous ai cherché dans les... Ah non, j'y étais pas. Alors, en exclusivité, 50 minutes Inside a pu suivre Miss France dans les coulisses de ce concours de beauté aux règles très éloignées, il faut bien le dire, du concours français. Comment Camille Serre a-t-elle vécu cette expérience inédite? Dans les coulisses de Miss Univers, c'est un reportage de Romain Clément. Miss Universe is Colombia! Devant des millions de téléspectateurs du monde entier, la Colombienne Paulina Vega, 22 ans, est devenue dimanche dernier la 63e Miss Univers. Pour Camille Serre, la candidate française, l'aventure américaine avait commencé il y a 3 semaines. Hi, I'm Camille Serre. I'm 20 and I'm Miss France. Ouh là là! Pour ce concours, la Française s'est parfois métamorphosée pour mieux coller au canon de la beauté américaine. Je me mets un peu à la mode américaine parce que si je suis la seule avec mon maquillage de Française, j'ai l'air pas maquillée sur les photos. Un mois à peine après son sacre, Miss France partait à la conquête de l'univers. Camille Serre, caméra au poignet, présente le quotidien des 88 prétendantes. Dans les dernières heures de Miss Univers, plongée dans les coulisses du concours de beauté le plus regardé au monde. Pas de maquillage, non. Loin de cette longue étendue de sable et du mythique Ocean Drive, c'est dans cet hôtel, à 30 minutes du littoral, que les Miss vivent recluses depuis 3 semaines. Alors, la salle de sport, où on a passé quelques heures déjà. On vous demande de vous entretenir ou c'est vous qui aimez le sport? Non, c'est pas qu'on nous demande de nous entretenir, c'est qu'on sait qu'on va passer à la télé et en maillot de bain, donc du coup, on veut s'entretenir et on veut être bien. Depuis son arrivée, comme les autres candidates, Camille Serre n'a pas eu de quartier libre. Elle passe donc ses journées dans l'hôtel, entre sa chambre et la piscine. Ici, on se rend vraiment compte qu'on est à Miami parce qu'à l'intérieur de l'hôtel, j'étais à Miami sans vraiment l'être parce que j'ai visité un hôtel quand même. Le lendemain, toujours dans l'hôtel, 48 heures avant l'échéance, devant des dizaines de caméras, présentation très protocolaire de la toute nouvelle couronne que portera la lauréate. Miss Univers, ce sont des millions de téléspectateurs. Le show est un événement dans toute l'Amérique latine, mais aussi aux Philippines. Le temps s'arrête chez nous, aux Philippines, quand le concours de Miss Univers commence. Nous sommes fans, nous commentons beaucoup sur les réseaux sociaux et on surveille à la loupe les moindres faits et gestes de toutes les candidates. Les 88 prétendantes arrivent en file indienne. La couronne peut enfin être dévoilée. « 3000 heures de travail pour ce joyau d'une valeur de 270 000 €. Ça vous fait rêver cette couronne? Oui, mais je m'attendais pas du tout à ça. Mais oui, elle est très moderne. Il faut dire que je l'ai pas beaucoup vue en même temps ce que j'étais derrière. Mais oui, elle est très belle et bien sûr, on a toute envie de la porter. Cette couronne, le rêve d'une vie pour beaucoup. Je suis là parce que j'ai un rêve. Je veux organiser des événements caritatifs et protéger les enfants malheureux. C'est pour moi l'opportunité de montrer à tous ces gens qui vous admirent que votre vraie beauté est à l'intérieur. Après une dizaine de minutes d'interview, la candidate française est invitée par les organisateurs à quitter la salle. Mais Camille n'a pas dit son dernier mot. Maintenant, on a vu qu'on vous mettait un petit peu la pression pour partir, c'est ça? Il y a quoi? Il faut les répéter tout de suite? Oui, il faut les répéter, mais c'est très bizarre parce que on met la pression à certaines Miss. Par exemple, la Miss Spain et la Miss Colombie sont tranquillement en train de faire leurs interviews. Ce concours est assez bizarre, j'ai l'impression. C'est joué d'avance ou pas? Non, mais en fait, certaines Miss sont vraiment plus mises en avant que d'autres.
24 heures avant la compétition, Sylvie Tellier, la présidente du comité Miss France, et Arnaud Soldourdin, le directeur artistique, viennent d'arriver à Miami pour soutenir Camille. À l'américaine. Bye bye. Direction le plateau, où les candidates répètent. Alors notre programme aujourd'hui, c'est d'aller soutenir Camille ce matin, puisqu'elles sont en répétition depuis 1 heure déjà. On aimerait arriver dans le top 5. Maintenant, c'est un peu politique quand même, et puis vous le verrez, c'est pas le même univers que Miss France. La chirurgie esthétique est autorisée, voire recommandée. Donc même si on a une jeune femme qui est magnifique, qui est naturelle, qui est spontanée, qui est très belle, ben elle a quelques défauts, oui, certainement, mais ces défauts, c'est ce qui, à mon sens, fait son charme, et il faut qu'elle les garde. Un charme qui devra opérer devant les juges dans moins de 24 heures dans cette salle appartenant à l'université de Floride et où se déroulera le show. Hello, thank you. Tellier, T-E-L-L-I-E-R. Sylvie Tellier et Arnaud Soldourdin n'ont pas vu leur candidate depuis 3 semaines. Et ils n'ont pas eu le droit de s'approcher d'elle. C'est donc à distance que leurs retrouvailles vont se faire. Ça y est, nous avons vu. Bon, c'est bon. Ils sont utiles, mes petits t-shirts, hein. Toutes nos Miss France qui vont la supporter devant la télé demain soir auront toutes un petit t-shirt comme ça. On les a toutes réunies devant la télé. Et donc, c'est Friends, allez Camille, Go France. Les filles passent leur journée en répétition dans cette salle obscure. La fatigue et la lassitude se font parfois sentir. Ce jour-là, le malaise de Miss Bahamas va même provoquer une interruption de séance. C'est un métier dangereux, hein? Oui, mais en fait, il fait très très chaud dans la scène et on doit être debout tout le temps et du coup c'est pas facile. Vous répétez combien d'heures par jour? On répète toute la journée, donc je sais pas combien d'heures ça fait, mais c'est long parfois. Vous êtes fatigué? Ouais, on est toutes fatiguées là, voilà. Ultime nuit avant l'événement. Dans sa chambre d'hôtel, Camille livre ses dernières impressions. Il est à peu près minuit. J'ai hâte d'être demain. Je suis pressée de connaître le résultat. Je suis pressée de savoir jusqu'où je serai allée dans cette aventure. Donc voilà, au revoir. Dimanche, 19h, jour J. Et branle-bas de combat pour tous les services d'ordre et les 5000 spectateurs, dont nos 2 Français, Sylvie Tellier et Arnaud Soldourdin. On peut pas se tromper. La panoplie des supporters parfaits, là. Tout. On a hésité avec la Vuvuzela, mais on s'est dit que ça faisait pas très français. Donc, mais ça aurait pu nous aider parce qu'on est que 2 quand même. On va donner de la voix, Japan. On va gagner ce soir. China. Pour peser face aux nombreux supporters étrangers, nos 2 Français vont devoir user de la voix et déployer bien haut leur banderole. Vous lisez bien là 1, 2, 3. Pas mal, non? Arrive dans la salle le grand organisateur de Miss Univers, le milliardaire américain Donald Trump. La gagnante vivra pendant 1 an à Manhattan dans une luxueuse tour qui lui appartient et signera des contrats très lucratifs. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de croiser Miss France? Elle est juste magnifique. Vous pensez qu'elle peut gagner? Oui, elle peut gagner, absolument. Elle est superbe, sympa. Une gagnante possible, mais attendons de voir. À quelques minutes du début, Camille Serre est-elle dans les coulisses? Alors, toutes les filles sont en robe de soirée. Je vais retourner pour que vous voyez un petit peu. Ultime séance de maquillage pour certaines. Hi girl, say hi. Et dernier instant de repos avant 3 heures de show. Devant 10 juges et des millions de téléspectateurs, les 88 prétendantes sont jugées sur 3 défilés, en tenue soirée, en maillot de bain et en costume traditionnel. Dans l'excitation, le comité de soutien a mis l'une des banderoles à l'envers. Malgré cet enthousiasme, Camille Serre terminera à la 14e position. Le jury aura préféré Miss Colombie.
2 heures après la fin de cette aventure américaine, Miss France a retrouvé son hôtel et s'apprête à rentrer. J'avais moins de pression que pour Miss France parce que je suis déjà Miss France. Donc après la conquête de l'univers, c'est pas forcément mon truc, c'était pas forcément ce que je voulais. J'ai pas envie d'être l'ambassadrice de quelque chose que je suis pas, parce que quand on est Miss Univers, on doit toujours être très maquillée. Souvent les filles usent de la chirurgie esthétique et c'est quelque chose qui me correspond pas et c'est pas quelque chose que j'avais envie de représenter. Après quelques jours de vacances passés dans les Caraïbes, Miss France reprendra ses activités normales dès lundi, soit près de 200 rendez-vous à honorer d'ici la fin de son règne. La semaine People de Christophe Beaugrand. Une star, une histoire, celle de Je vole de Michel Sardou, l'hymne du film événement La Famille Bélier, et puis les confidences de l'acteur Gilles Lelouch. C'est dans la deuxième partie de 50 minutes Inside, l'actu, à tout de suite. Inside l'actu et on retrouve bien sûr Christophe Beaugrand qui a pas mal voyagé cette semaine. Alors il est parti à Londres rencontrer Ben Stiller, l'acteur talentueux. Il est parti à Monaco pour être le copilote du champion de rallye Sébastien Loeb et il est allé voir toutes les stars qui participent aussi d'Action. Ça c'était à Paris. Il n'a pas arrêté. Ah, il n'a pas arrêté. Allez, People Police Beaugrand de Beko, c'est parti. C'est parti pour une nouvelle semaine People. Aujourd'hui, pour commencer, je vous amène au cinéma, non pas pour aller voir un film, mais pour retrouver Anne Roumanoff qui joue très bientôt dans vos salles. Regardez. Voici l'affiche d'Anne Roumanoff. Lundi soir, elle sera sur la scène de l'Olympia et en même temps dans un cinéma près de chez vous. Regardez un extrait de la bande-annonce qu'elle a tourné justement dans un cinéma. Logique. Un spectacle au cinéma? Mais pourquoi pas un film au théâtre? Aimons-nous les uns les autres, c'est un film de cul. Vous êtes un peu... Moi, je paye pas pour un film de cul avec Anne Roumanoff. Le spectacle sera retransmis en direct dans 160 salles en France, en Suisse et en Belgique. Alors rendez-vous dans ce cinéma parisien. La caissière a l'air super sympa. Oui, je suis stagiaire. Vous avez une réduction? Je vous donne 2 places? Oui, très bien. Bonne soirée. Bonjour, monsieur. Bonjour, je pourrais avoir une place pour le spectacle d'Anne Roumanoff, s'il vous plaît? Il y a presque plus de place, mais je vais vous en trouver une parce que vous m'êtes sympathique. C'est gentil, merci madame. Je vous fais un tarif enfant? Merci, c'est gentil. Ce visage m'est quand même familier. Ça me fait penser à quelqu'un, cette dame à la caisse. Oui, moi aussi, j'ai l'impression que c'est un sosie. Elle n'a pas les jambes de Carambeu, mais elle a le charme. Bon, j'ai mon billet, maintenant j'ai faim. Je voudrais un peu de popcorn, s'il vous plaît. Alors, quelle dimension? Ça c'est parfait. C'est parfait? C'est très bien ça. Voilà, j'ai mon popcorn, direction la salle de cinéma. Enfin bon, mine de rien, j'ai toujours pas vu Anne Roumanoff, moi. Vous l'avez pas croisée, Anne Roumanoff, aujourd'hui? Non, elle est pas là, Anne Roumanoff, elle est à l'Olympia. Ah, c'est en direct alors? Oui, elle est en direct à l'Olympia et ça passe au cinéma en même temps. Vous voulez un popcorn? Non, parce que j'essaye de maigrir. Honnêtement, vous êtes plus mince qu'Anne Roumanoff. Hein. Vraiment, je vous assure. Bonne soirée, madame. Ah, merci. Ah, bah d'accord. J'en prends un calme. Merci. Allez, j'y vais. On s'est marré, mais cette semaine est aussi engagée. Nous voici devant ce restaurant chic du Bois de Boulogne. Et oui, comme tous les ans, c'est ici que toutes les stars se réunissent pour récolter des fonds en faveur du SIDAction. Allez, suivez-moi, je vais vous montrer. À l'occasion de la Fashion Week, les stars sont toutes réunies pour cette vente aux enchères exceptionnelle, sous la présidence de Lynn Renaud et Pierre Berger, avec l'éternel soutien de Pascal Obispo, de Catherine Deneuve et du monde de la mode. Est-ce que vous auriez une idée pour rendre le préservatif sexy, pour me donner envie d'en mettre un? Chantal, vas-y. Je pense qu'il faudrait le redécorer, demander à tous les créateurs qui sont là ce soir de redessiner un. Ah, pour le relooker? Oui, le relooker. Vous pourriez en faire en dentelle, ça peut faire mal, ça. Non, mais on peut l'imprimer, dentelle. Ah, d'accord. Merci. Vous pensez que le préservatif peut être sexy? Vous m'en posez ces questions, j'adore. Bien sûr que c'est sexy le préservatif. Tout peut être sexy quand on aime quelqu'un et quand on désire quelqu'un. Donc même le préservatif, même une chaussette peut être sexy. Safe sex is sexy. Just do it. Regardez, ça me fait rougir. Donc ça doit être sexy. Ça l'est. Protégez-vous.
Et oui, vous avez compris, hein, protégez-vous. Et maintenant, direction Londres. Et là, pas besoin de se protéger de la pluie, pour une fois. Il ne pleut pas. Nous sommes à l'avant-premier événement de la Nuit au Musée 3 avec la star Ben Stiller. Bonne nuit, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, oui. Vous savez, c'est cette saga de films fantastiques où un musée prend vie à la tombée de la nuit. Ce musée va se réveiller pour la première fois et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Je pense qu'on peut affirmer qu'on est dans de beaux draps. Et vous l'avez aperçu, il y a Robin Williams, disparu au mois d'août dernier, dans son tout dernier rôle. À votre service. Theodore Roosevelt, président des États-Unis d'Amérique. Je n'ai carrément rien compris. Quel souvenir gardez-vous de Robin Williams ? C'était un acteur brillant, quelqu'un d'incroyable. Je me rends compte que je suis très chanceux d'avoir pu travailler avec lui. C'était un très grand comédien et quelqu'un de profondément gentil. Et Sean Levy, le réalisateur du film, se souvient aussi de Robin Williams, et en français, s'il vous plaît. Il était une inspiration, et je suis triste. Je vais toujours être un peu triste. Et de Londres, je repars au soleil pour un ultime rendez-vous très glamour. Et pour terminer cette semaine People, on se fait un trip en hélico jusqu'à Monaco. Allez, suivez-moi. Et oui, direction la principauté de Monaco, sous le soleil du mois de janvier. Le week-end dernier, c'était le célèbre rallye de Monte-Carlo. Les stars du jour, Sébastien Loeb, mais aussi l'acteur François Cluzet, ce passionné de course auto, est venu spécialement à Monaco pour son baptême de rallye. Et moi aussi, je vais m'incruster, tiens. Je vais me changer, hein. Suivez-moi. Ah oui, c'est mieux comme ça, hein. Et maintenant, on va choisir le casque. Vous avez trouvé le casque à votre taille ou pas encore? Oui, si, ça me paraît bien, vous savez, j'ai la grosse tête maintenant. Ah, mais c'est ça les stars, hein. Direction la ligne de départ où je retrouve François Cluzet prêt à embarquer. Vous flippez ou ça va? Ah non, je suis content. Bon, bah on verra dans quel état on le retrouve à la sortie, hein. Alors c'est parti pour son baptême. Et à l'arrivée, eh ben ça donne ça. On a le cœur qui bat plus vite là? Oui, tu vas voir, tu prends facilement 7-8 degrés dans la bagnole. Tu vas voir les virages, tu vas t'en rappeler. Il faut que j'y aille, hein. Bon, merci beaucoup. Hein. Bon bah ça promet, hein. C'est à mon tour et j'espère que je vais pas le regretter. Bonne chance, hein. Sébastien, est-ce que tu auras un conseil avant qu'on parte? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je m'accroche? Touche pas au levier là parce que ça fera à main, donc... Ah oui, non, je te laisse bosser là. À part ça, si t'es pas malade en voiture en temps normal, ça va bien se passer. Bon, c'est parti. Oh là. J'ai rien fait, hein. C'est pas bien. Eh bien, je peux vous dire que mine de rien, ça secoue beaucoup à l'intérieur. Hein. Oh là là, mais ça tourne, moi j'ai mal au cœur. Bon, là on vous le fait en plus court, mais en vrai, ça a duré plus de 4 minutes. Un cauchemar. Merci beaucoup. Bon bah, ça décoiffe, ça a le mérite d'être clair. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Moi je vais me reposer parce que je suis mort. Voici maintenant notre rubrique Une star, une histoire. Et cette semaine, celle de Je vole, une chanson magnifique de Michel Sardou, écrite en 1978 et au souffle poétique bien éloigné de certains coups de gueule du chanteur. C'est une chanson douce, émouvante, entêtante, qui cette année vient de retrouver une nouvelle jeunesse en devenant l'hymne du film événement de ces dernières semaines, La famille Bélier. Je vole, une chanson sur l'innocence, la liberté, signée Michel Sardou, Noémie Seguin. Mes chers parents, je vole. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. En cette année 1978, Michel Sardou surprend son public avec Je vole, son nouveau single. Hier soir à table, j'ai bien cru que ma mère se doutait de quelque chose. Pas de démonstration vocale, des couplets parlés pour laisser place à l'émotion, après plusieurs années d'une carrière émaillée de chansons polémiques. Tout à fait clair, je pense qu'elle a fait semblant de me croire et mon père a souri. Deux ans plus tôt, Michel Sardou vit une année mouvementée. Le chanteur a déjà connu plusieurs grands succès comme La maladie d'amour ou Les lacs du Connemara, mais l'année 1976 sera marquée par une succession d'épreuves, personnelles et professionnelles. Son père, Fernand, lui-même chanteur et acteur, décède brutalement d'une crise cardiaque à l'âge de 65 ans. Une épreuve difficile à traverser pour l'artiste, très proche de ses parents. On est toujours proche, bien sûr, de ses parents, et lui, tout particulièrement, était très très proche de son père. On le lit partout, c'est le reflet de toutes ses chansons.
Le métier qu'il avait, cette façon de fonctionner sur scène, cette façon de fonctionner avec le public, venait de son père, venait de ce qu'il avait vu avec son père. Et sa mère était drôle à mourir, était très très drôle. Donc les deux sont très importantes. Ce sont une famille d'artistes, quoi qu'il arrive. Quelques jours après la disparition de son père, une nouvelle tragique fait l'actualité et va durablement marquer Michel Sardou, déjà en proie au chagrin. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort. Patrick Henry vient d'être arrêté pour le meurtre du petit Philippe Bertrand, âgé de 7 ans. Le chanteur va être bouleversé par le désarroi du père de l'enfant qui témoigne à la télévision. Et il va en faire une chanson. Je pense que cette affaire l'a marqué parce que d'abord, lui, comme on avait des enfants de bas âge à cette époque-là, qu'on trouvait absolument scandaleux, comme tout le monde d'ailleurs, que quelqu'un puisse s'attaquer à un enfant, sa révolte, elle a été obligatoirement à travers un texte et à travers une musique et à travers une chanson. Tu as volé mon enfant, versé le sang de mon sang. Le nouveau single de Michel Sardou, Je suis pour, est diffusé en radio et fait aussitôt scandale à une époque où la majorité de la société française milite pour l'abolition de la peine de mort. Malheureusement, sa prose n'a pas été parfaitement comprise à l'époque. Il n'est pas pour la peine de mort, il a été pour la peine de mort. Et moi aussi, dans le cadre extrêmement, comment dirais-je, succinct de « tu as volé mon enfant, tu as versé le sang de mon sang ». Aucun Dieu ne te protégera, j'aurai ta peau, tu périras, c'est clair. Coutumier des chansons provoques, comme Les Ricains ou Le Temps des colonies, Michel Sardou ne s'attendait pourtant pas à ce que sa prise de position dans Je suis pour déclenche des violences sans précédent envers un chanteur. On est parti en tournée, il chantait cette chanson sur scène, il y a eu des manifestations très violentes. On partait avec un quart de CRS, avec des voitures de policiers devant, derrière. C'était pas un tour de chant. Et il lui arrive, ce qui n'est jamais arrivé à un chanteur en France jusqu'à présent, c'est des manifestations politiques. Hein. C'est des journaux qui appellent ouvertement au boycott de ces concerts, avec une violence de ton qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Hein. C'est Sardou fasciste, Sardou complice des nazis. Et puis, il y a des alertes à la bombe, il y a des bombes, il y a des échauffourées avec la police, il y a des croix gammées sur les camions de la tournée. C'est quand même d'une vraie violence. Michel Sardou est finalement contraint de suspendre sa tournée, craignant pour la sécurité de son public. Alors, dans les albums suivants, fini les coups de gueule et les controverses, le chanteur va tenter de se réconcilier avec tous les Français grâce à des chansons plus personnelles. Et pour cela, il va puiser dans ses souvenirs les plus intimes. Et c'est un livre qu'il a beaucoup aimé quelques années plus tôt, Jonathan Livingstone le Goéland, qui va lui inspirer la mélodie et le refrain de l'une d'entre elles. La métaphore d'un jeune goéland que l'amour du vol entraîne dans une quête d'absolu et de liberté. On était dingue d'un bouquin qui s'appelait Jonathan Livingstone le Goéland, bouquin de Richard Bach, qui était cette espèce de vouloir d'aller plus vite et d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'aller plus loin, toujours plus vite, toujours plus loin. Et je suis arrivé dans la pièce et il était en train de faire cette mélodie au piano sur 3 accords, mais t'as pas besoin de plus quand c'était efficace à ce point-là. Et il avait le départ. Il avait « Mes chers parents, je pars, je vous aime et je pars. Vous n'avez plus d'enfants ce soir, je ne m'enfuis pas, je vole. » Cette musique et cette thématique de l'oisillon qui quitte le nid familial vont tout de suite rappeler à Pierre Billon une anecdote que lui a racontée Michel Sardou et dont il va se servir pour écrire la suite des paroles. Celle d'une fugue improvisée par le chanteur à leur enfant qui rêvait de découvrir le monde. Lui avait déjà fait une fugue. Il avait fait une fugue quand il avait, je crois, 13 ou 14 ans, un truc comme ça, une fugue d'ado. Où cette fugue s'était arrêtée, je sais qu'on n'avait pas été au-delà de l'Atlantique, hein, ça c'est sûr, mais encore une fois, il avait fait une fugue complètement en amour avec ses parents. C'était pas une fugue genre j'en ai marre de la vie que je mène, c'est parce qu'il voulait aller plus loin, voilà, c'est tout. Et puis j'ai raconté des détails précis, de petits détails qui vont avec les grands sentiments. Je me suis imaginé un gamin, voilà, un mercredi soir qui dit je vais partir, comment je fais pour partir, et puis on est jeudi matin, il a bouclé une petite valise et donc j'ai écrit ça
mais vraiment comme de la prose. C'est jeudi. Il est 5h05. J'ai bouclé une petite valise et je traverse doucement l'appartement endormi. Alors que Michel Sardou est réputé pour sa voix puissante, sur les couplets de Je vole, leur nouvelle chanson, Pierre Billon va avoir l'idée de faire parler le chanteur. Un chanteur qui va démontrer des talents d'acteur. Hier soir à table, j'ai bien cru que ma mère se doutait de quelque chose. Et ça a accroché tout de suite, oui. Et ça a surpris d'ailleurs parce que les gens ne s'attendaient pas du tout à cette chanson-là. Là, tout d'un coup, non, il parle. Je pense qu'elle a fait semblant de me croire et mon père a souri. Va, 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 va. Va, 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 va. C'est une excellente chanson de scène. Ça marchait très bien avec le public et que ça donnait la possibilité à Michel de redescendre, de se poser, de respirer, de les regarder un peu calmement et de leur expliquer son histoire. Ça fait partie des chansons qui vont souder une génération de public de Sardou. Quelques années plus tôt, il y avait eu La maladie d'amour, qui était une chanson qui parlait beaucoup de troubles adolescents, qui parlait beaucoup de l'adolescence. Plus tard, il y aura Le privilège. C'est vraiment une de ces chansons de Sardou qui va vraiment toucher l'adolescence. Durant l'été 1978, Je vole s'écoule à 1 700 000 exemplaires. Michel Sardou a reconquis le cœur des critiques et des Français, à tel point que sa chanson inspirera des années plus tard à une jeune femme l'histoire de son premier film. Cette scénariste, c'est Victoria Bedos, la fille de l'humoriste Guy Bedos. La chanson Je vole l'a justement accompagnée alors qu'elle quittait le cocon familial. Mes chers parents, je pars. J'ai pris un petit appartement près de ma fac. Voilà, je me suis dit, c'est bon, maintenant on y va, j'ai 18 ans, je m'émancipe. Et en fait, je me suis retrouvée toute seule dans ce studio, sans le bruit de mes parents, l'odeur de mon père, le piano de mon frère. Et j'ai écouté cette chanson en boucle, en larmes. Et je pleurais, j'expulsais en fait toute ma peur et ma culpabilité d'avoir quitté mes parents à travers cette chanson. C'est donc tout naturellement que Victoria Bedos puise dans l'émotion de cette chanson pour écrire le scénario de la famille Bélier. L'histoire de Paula, une jeune fille qui doit quitter ses parents sourds et muets pour participer à un concours de chant à Paris en interprétant Je vole. Les refrains sont chantés, mais les couplets sont parlés. Et donc c'est là que je suis intervenue, j'ai réécrit les couplets avec une nouvelle mélodie pour que ça puisse être chanté. Et donc j'étais un peu comme ça parce que je me suis dit je vais réécrire la chanson de Michel Sardou, enfin je veux dire c'est n'importe quoi, qui suis-je? J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein, elle a fait comme de rien et mon père démuni a souri. Ne pas se retourner. Dans le film, c'est Louane Emra, jeune chanteuse découverte dans The Voice en 2012, qui reprend Je vole. C'est vrai que je connaissais le répertoire de Michel Sardou, mais pas forcément cette chanson-là. Je l'ai découvert avec le film. Elle me plaît cette chanson et je pense qu'elle colle bien à la peau de Paula. La reprise de Louane a séduit plus de 5 millions de spectateurs, dont Pierre Billon, à l'origine du texte avec Michel Sardou. J'ai redécouvert la chanson, tu vois, franchement. Le début, j'ai entendu plein de gens le faire, Mes chers parents, je pars, on a entendu ça plein de fois. Mais à partir du moment où arrivent les couplets, cette façon de le faire, qui est donc, voilà, on est en 2015 et voilà comment je le ferai en 2015, moi. D'un seul coup, t'es pas du tout... c'est une vraie reprise intelligente. J'ai été séduit, j'ai eu le droit à la larme, enfin je pleure facilement, s'il faut dire. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Une reprise qui a permis à la nouvelle génération de découvrir ou de redécouvrir le répertoire populaire de Michel Sardou, un répertoire qu'il chante toujours sur scène depuis 35 ans. Sans fumée, sans alcool, je vole, je vole. C'est votre dernière chance de remporter ce mois-ci un week-end shopping à Londres ainsi qu'un chèque de 4 000 €. Pour jouer avec nous, c'est très simple. Il suffit de trouver la bonne réponse à la question annoncée par Mademoiselle Quétier.
Attention, dans quel film peut-on écouter la chanson « Je vole » reprise par Louane et Mera? Deux possibilités. 1. La famille Bélier. 2. Nos étoiles contraires. Vous connaissez la réponse. C'est simple. Eh bien, pour jouer, il suffit d'appeler le 3680 ou bien d'envoyer 1 ou 2 par SMS au 7 14 14. On l'a dans la tête après la chanson. Les confidences du comédien Gilles Lelouch, c'est dans la troisième partie de 50 minutes inside l'actu. Tout de suite. De 50 minutes inside l'actu et cette semaine, l'invité de l'émission est Gilles Lelouch. À l'affiche dans quelques jours de L'Enquête, un thriller politique, le comédien nous a donné rendez-vous là où tout a commencé pour lui il y a 20 ans. C'était au Cours Florent et c'est vous, Nikos, qui l'avez rencontré. On a parlé de tout, de ses débuts, sa rencontre avec ses amis et complices de cinéma, Guillaume Canet et Jean Dujardin, ses rêves de jeunesse et ses premiers succès. Gilles Lelouch se confie et nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. C'est un portrait signé Olivia Fabrès. C'est dans une prestigieuse école d'acteurs que nous avons retrouvé mardi dernier Gilles Lelouch. C'est ici qu'il a appris le métier de comédien au début des années 90. Alors, on est au Cours Florent, où je n'ai pas mis les pieds depuis à peu près 20 ans. Oui. Et ça m'émeut beaucoup, parce que j'ai énormément de souvenirs ici, des souvenirs formidables. Alors ici, c'était le secrétariat, c'est là que je venais à peu près tous les mois pour leur dire que je ne pourrais pas payer. Alors ils étaient gentils, ils réussissaient à me trouver des arrangements, souvent. Là, c'était le tableau pour savoir dans quelle salle on était, notre prof, les horaires. Et là, c'était la salle Francis Huster, enfin c'est toujours la salle Francis Huster, qui était la salle principale des Cours Florent, dans laquelle on faisait les spectacles de fin d'année et dans laquelle j'ai eu mon tout premier cours de théâtre. Eh ben, allons-y. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être venu jusqu'ici. Merci. Je vous propose, Gilles Lelouch, de voyager un peu dans le temps pour vous redécouvrir ou vous découvrir. Mais ici, allons-y. Ici où vous étiez jeune étudiant du Cours Florent il y a quelques années. Eh oui. Gilles Lelouch est aujourd'hui à l'affiche de L'Enquête. Il y incarne Denis Robert, le journaliste qui a révélé l'affaire Clearstream. Si j'avais su qu'en me lançant dans cette enquête, j'allais me foutre dans une telle merde. Que j'aurais sur le dos une multinationale, des banques, des avocats, des juges, des huissiers, des policiers. Franchement, je crois que j'y serais pas allé. Clearstream, tout le monde connaît, mais personne ne comprend rien. Ouais. C'est une nébuleuse comme ça. C'est une histoire vraie. C'est un type qui a eu près de 70 procès, qui a eu 400 visites d'huissiers. C'est un homme qui a été complètement étouffé dans une machine. Vous l'avez rencontré? Bien sûr, je l'ai rencontré. Bien sûr, je l'ai rencontré plein de fois avant le tournage. Il est venu sur le plateau. Je fais certaines dates aujourd'hui avec lui. C'est un type formidable. C'est un type formidable et je suis très content pour lui qu'il soit réhabilité. Comme quoi, des fois, il faut se battre. Il faut être extrêmement courageux, digne et intègre. Parce que finalement, aujourd'hui, on lui dit que c'est lui qui avait raison. Gilles Lelouch revient aujourd'hui sur 5 jours qui ont marqué sa vie. Non, Kevin, allez, c'est pas tout seul. Philippe. Quoi? Alors, je sais pas si le grand public va la reconnaître, mais là, c'est Marion Cotillard. Je me concentre, là, ça se voit pas. Et puis t'arrêtes de m'appeler Philippe devant les gosses, appelle-moi Boomer. Là, c'est moi, toujours chic, toujours élégant. Tu restes ici, Kevin. Allez, et puis toi, t'appelles ta mère, elle se fait du souci. C'est dans des courts-métrages comme Boomer en 2001 que Gilles Lelouch débute sa carrière d'acteur. Jogging, coupe mulet, il y incarne un fan de tuning. À ses côtés, Marion Cotillard, son frère Philippe Lelouch ou encore Laurent Lafitte. Tu baisses, tu mets pas plus de 15, autrement tu me niques la batterie, mais je commence après. Mais tu t'occupes de ton âme un peu. On a 27, 28 ans et c'est la première fois qu'on nous donne les moyens de faire quelque chose. Donc on a coécrit le court-métrage, on joue tous dedans. On peut dire que c'est le tout début de ma carrière. Vous ne savez pas ce qui va se passer après, parce qu'il y a Marion Cotillard. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui va se passer pour Marion. Il y a Laurent Lafitte dedans. Vous allez tous devenir des stars, mais à ce moment-là, vous ne le savez pas. On ne sait pas du tout. On est juste. Je ne connais pas Marion, je la rencontre sur ce film. Kevin, viens ici tout de suite. Kevin. Laurent, c'est un ami justement des Cours Florent.
Et on fait tous ce truc, la fleur au fusil, avec une espèce d'énergie du début, et avec une joie de faire enfin ce qu'on avait envie de faire du cinéma depuis longtemps, même si c'est un court-métrage. Et c'est un souvenir dingue. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment quand vous revoyez le jeune acteur que vous êtes dans ce court-métrage, Gilles Lellouche? En fait, je me dis que c'est quand même pas mal d'avoir 25 ans, parce qu'on a une espèce de fougue et d'insouciance, de naïveté et de foi en ce qu'on fait qui est formidable et qui est inébranlable en fait. Et heureusement qu'on a cette fougue-là. Parce que si on savait que les 10 ans à venir allaient être 10 ans un peu de galère et pas simple et d'humiliation, parce que passer des castings, ne pas être pris. Là, j'y crois tellement, je suis tellement heureux. Et voilà, j'ai beaucoup de joie pour ça. Un an plus tard, vous êtes devant la caméra et vous allez faire une rencontre. Guillaume Canet, ça s'appelle Mon idole. Daniel, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout blanc dans cette histoire. Je me trompe, Dany? Ah non, mais bon, que celui qui a jamais commis une boulette ne jette pas la première pierre. C'est-à-dire que c'est un accident. Toujours classe, hein, toujours élégant. Une sorte de Sean Connery, quoi, oui. 17 décembre 2002, Gilles Lellouche tient un petit rôle dans Mon idole, le premier long métrage de Guillaume Canet. Les deux acteurs se sont rencontrés quelques temps plus tôt dans les bureaux du producteur Alain Attal. Il est minuit et demi, je suis dans les bureaux, je suis persuadé d'être tout seul, et puis en fait j'entends du bruit à la machine à café, je descends, et puis il y avait Guillaume qui était là aussi, et qui se faisait un café. On commence à rire, on commence à bien s'entendre, on sent qu'on a des affinités, on parle de cinéma, on a les mêmes goûts. Et en fait, ce café qui devait durer 5 minutes a duré 4 heures. On a complètement arrêté d'écrire et on est devenus les meilleurs amis du monde ce soir-là. C'était le moment où vous deviez vous rencontrer. Oui, absolument. Le tournage, ça se passait comment sur Mon idole? Il a fait son film avec une espèce de fougue que j'ai observé avec énormément de curiosité. Et sa fougue a été très salutaire pour moi. Je me suis dit, voilà un type qui prend sa carrière en main, voilà un type que rien ne démolit, qui se place un peu au-dessus de la mêlée. Ouais, ça m'a beaucoup servi de leçon. Sur le tournage de Mon idole, Gilles Lellouche a aussi côtoyé un autre grand acteur. François Berléand se souvient pour nous de sa première impression, avec l'humour et le second degré qui le caractérise. Il joue un personnage absolument épouvantable, odieux. Et je me suis dit en le regardant, je ne savais pas si c'était un comédien ou c'était un type qu'ils avaient trouvé comme ça en casting sauvage, etc. Après, quand Guillaume Canet m'a dit que c'était un vrai acteur, je me suis dit, oh putain, lui, il va pas faire une grande carrière. Donc, comme quoi, j'ai du pif, hein, moi. J'ai vraiment du pif. Pour moi, Gilles restera toujours quelqu'un de profondément désagréable, moche, con, enfin, parce que c'était son personnage de départ. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Ça, c'est un compliment venant de lui. C'est magnifique. Mais c'est un grand acteur, François. C'est formidable parce que c'est un acteur d'une autre génération. Et quand vous êtes un jeune acteur, avoir le témoignage de gens dont vous estimez le travail et la carrière, c'est dément. Et François a toujours été un des rares à m'appeler après des films, après avoir vu des films, pour me parler de mon travail, de ce que j'avais fait, etc. Ce qui n'est, hélas, pas le cas de tout le monde. Faute de premier rôle, 2 ans plus tard, Gilles Lellouche décide de réaliser son premier film. Et cette fois-ci, c'est lui qui dirige Guillaume Canet. C'est mon inconscient qui me dit ce que je dois faire. J'avais une belle coupe de cheveux encore, là. Toujours eu un problème de cheveux, moi, en ma carrière. Non, là, c'est l'alternative à Spider-Man. Ouais, c'est exactement ce que je dis. Bah oui, c'est ce que tu dis. Toi, tu dis que c'est l'alternative. 1er décembre 2004, Gilles Lellouche dirige Guillaume Canet et Benoît Poelvoorde dans Narco, une comédie délirante sur un homme qui s'endort tout le temps. Voilà. Ah bah d'accord. C'est vous qui choisissez Guillaume Canet devant la caméra? Absolument. Absolument, parce que je trouve que Guillaume a une espèce de candeur comme ça, qu'il a un petit côté un peu juvénile, avec ses yeux qui tombent un peu. Je me dis, c'est pile poil le personnage, surtout face à la dynamique Poelvoorde qui lui est... Oula. Pour être très honnête, j'ai appris en dirigeant, enfin si tant est qu'on puisse se diriger, en regardant jouer Benoît Poelvoorde, j'ai appris en 3 mois presque autant qu'en 3 ans de cours de théâtre. J'ai compris en regardant cet acteur
ce qu'était être libre face à un objectif. Et vous dirigez, vous êtes très interventionniste en tant que réalisateur ? Oui, très. Je veux ça, tu bouges plus, etc. Il n'y a plus de copains, il n'y a plus rien, il y a des pros après. Hein. Non, après, il y a pas de copains. C'est évidemment toujours plus agréable de travailler en bande, entre guillemets. Moi, de toute façon, je suis un éternel persuadé du collectif. Mais par contre, on a toujours été très rigoureux sur le travail et il nous arrivait même de nous engueuler sur Narco, mais c'est sain. Après Narco, Gilles Lellouche revient à sa carrière d'acteur. Et c'est d'ailleurs avec un film sur l'amitié, 6 ans plus tard, qu'il va connaître son premier grand succès. 20 octobre 2010, Les Petits Mouchoirs, un film de bande où Gilles Lellouche retrouve tous ceux qui ont compté dans sa carrière. Guillaume Canet qui réalise le film, Marion Cotillard, Laurent Lafitte et son autre grand ami, qui aujourd'hui ne le quitte plus, Jean Dujardin. C'est d'ailleurs lui qui, quelques mois plus tard, lui remet le prix Patrick Devers, une récompense qui salue des acteurs prometteurs. Je veux te dire à Gilou, cet homme a une énorme volonté. Déjà parce qu'il a commencé par les 6e rôles, 5e rôles, 4e rôles et enfin les premiers rôles. Et je suis super content pour Gilou. Je suis très flatté, très honoré, pour plein de raisons. La première, c'est que c'est la première fois que j'ai un prix. Donc moi qui suis un dernier de la classe, tout d'un coup j'ai l'impression d'être le premier, ça fait plaisir. Bah oui, tout est dit. C'est votre copain qui vous donne le prix ? Oui. Ouais, c'est mon grand copain qui me donne le prix. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? Pour la petite histoire, c'est un autre acteur qui devait me remettre le prix, qui s'est désisté une demi-heure avant. Et Jean est arrivé comme un chevalier sur son scooter pour me remettre le prix au dernier moment, ce qui a rajouté à mon émotion, évidemment. Non, mais ça n'existe pas les acteurs qui s'en foutent des prix, ça n'existe pas les acteurs qui n'ont pas besoin de reconnaissance. Oui, évidemment. C'est Pipo Mario en vacances. Soyons honnêtes. On est tous flattés par ça, on a tous besoin d'une légitimité, si tant est qu'on en ait une. Et puis la reconnaissance des autres. C'était une année, en plus, qui était assez difficile pour moi, pour plein de raisons. J'avais perdu mon papa, tout ça. J'étais dans une espèce de lessiveux. J'avais fait des films qui marchaient fort. Je savais plus trop où j'habitais. Et ce prix-là m'a... Ouais. La carrière de Gilles Lellouche prend ainsi une nouvelle dimension. À 39 ans, on lui confie enfin des premiers rôles, toujours plus denses et plus sombres. Donc je descends les marches, je ne m'arrête pas. Non. Mais non, c'est là que ça se passe. Amis à la ville, ennemis à l'écran, l'année dernière, Gilles Lellouche et Jean Dujardin se sont retrouvés à Marseille pour le tournage de La French. L'acteur y incarne un parrain de la mafia, traqué par le juge Michel, joué par Jean Dujardin. C'était pour vous, le fait de jouer dans La French, une étape supplémentaire. Vous avez senti que quelque chose a changé aussi dans votre façon de faire votre métier ? Ouais, déjà parce que j'ai le sentiment que c'est la première fois que, pour Jean comme pour moi, on nous donnait un vrai rôle d'homme. C'est un peu le film de la quarantaine. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est un peu le film de la quarantaine. J'ai le sentiment qu'on passe à un côté plus adulte. Et c'est vrai que j'ai le sentiment que peut-être ça va être l'aube d'une nouvelle ère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà pour 50 minutes Inside l'actu, mais restez avec nous, on se retrouve tout de suite dans 50 minutes Inside le MAG avec cette semaine, dans le secret de l'hôtel de Paris, le palace mythique de Monaco. Et puis le document d'Inside, ski extrême avec Vicente Lizarazu, c'est maintenant dans 50 minutes Inside le MAG, à tout de suite.